Vous savez, dans la vie, quand vous trouvez des gens en conflit et qu'une personne vous dit tu as vu comment elle m'a regardé. Parlons d'une personne avec laquelle elle est en conflit. Tu as vu comment elle m'a regardé, tu as vu, non, tu as vu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est intelligent? D'abord, on se dit, c'est peut-être que la personne ne t'a pas regardé, ou peut-être que tu n'as pas compris, ou peut-être que tu t'imagines des choses, n'est-ce pas? Une personne intelligente essaie de comprendre la genèse. Comment en êtes-vous arrivé là? Ok? Elle t'a peut-être regardé comme tu le dis, moi j'ai pas vraiment vu, ou quelqu'un a vu, mais comment en êtes-vous arrivé là? Avant que tu ne commences à dire qu'ils sont méchants, ou qu'elles sont méchantes, elles sont jalouses de moi, d'ailleurs elles ont essayé de m'empoisonner. Il faut essayer de comprendre comment on en est arrivé là, n'est-ce pas? C'est la même chose avec les guerres qu'on voit aujourd'hui ou avant, quand on vous dit voilà ce qu'on a fait ça, c'était méchant envers la population. Il faudrait intelligemment essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'on est là? Comment ça se fait que la Russie est en Ukraine? Il y a beaucoup de gens qui souffrent par rapport à ça, beaucoup d'innocents, beaucoup de vies perdues, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe. Parce que beaucoup de ces histoires sont en réalité politiques. Et comme vous le savez très bien, en tout cas pour beaucoup parmi nous, ce qui est politique ne reflète pas nécessairement la vie ou l'intention du peuple. Comment est-ce que l'Ukraine est en guerre? Est-ce que l'Ukraine est vraiment en guerre contre la Russie? Si la Russie est en guerre contre l'Ukraine, comment ça se fait que l'Europe est impliquée à travers les États-Unis? Ou les États-Unis à travers l'Europe peut-être? Comment ça se fait que l'Allemagne envoie des fusils, l'Angleterre envoie, les États-Unis envoient des chars de combat et des avions? Comment ça se fait que tout le monde participe dans cette guerre qui est censée être une guerre de l'Ukraine contre la Russie? C'est ce qu'on nous a dit, n'est-ce pas? On va essayer de rentrer dans l'histoire pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Je placerai ici quelques éléments. Ça ne sera pas l'intégralité de l'histoire parce qu'on ne pourra malheureusement pas le faire dans une vidéo de 20 minutes, 15 minutes, condensée, ce n'est pas possible. Mais on va ajouter quelques éléments intéressants qui peuvent nous donner une idée claire sur comment est-ce qu'on en est arrivé là. En 1945, on crée, après la guerre mondiale, l'Union des Nations, ou les Nations Unies. Les Nations Unies étaient créées dans le but de ramener tout le monde en même temps, c'est-à-dire d'unir les peuples, d'unir les nations, pour pas qu'un événement aussi horrible, aussi atroce, tel que la guerre mondiale, la deuxième, qui a été impulsée par l'Allemagne à l'époque, ne se répète. C'était une très bonne idée, n'est-ce pas? Une très bonne idée qui unirait tout le monde, hein? Une idée qui solidifierait l'union, la fraternité des nations. Très bonne idée. Mais pendant ce temps, en 1948, on crée ce qu'on appelle le NATO, l'OTAN en français. L'OTAN qui unissait quelques pays bien spécifiques, quelques pays occidentaux, prétendument dans le but de protéger, de préserver sur le plan militaire ces pays contre les agresseurs externes. Logiquement parlant, on crée l'Union des Nations ou les Nations Unies dans le but de réunir tout le monde. Et puis en attendant, on crée l'OTAN quelques années plus tard pour protéger un groupe de pays parmi les Nations Unies. Donc si on réunit les enfants, réunissons les enfants, j'ai 7 enfants, tous les enfants s'unissent, et puis soudain j'appelle 2 ou 3 enfants à côté, je dis bon écoutez, il faut être très solidaire entre vous, au cas où quelqu'un d'autre vous attaque, ça ne marcherait pas. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, déjà quelque part? Vous avez 7 enfants que vous unissez, bon, arrêtez de faire la guerre. Et puis après, vous appelez 3 enfants à côté, vous dites, vous voyez, vous 3, si vous avez des difficultés, il faut vous entraider. Si quelqu'un attaque, Gilbert, toi, Manuel, il faut toujours réagir. Vous ne pensez pas que ça détruit l'objectif même de l'unisson, de l'idée que vous avez créée au nom de Nations Unies. L'idée des Nations Unies était impulsée dans un objectif bien précis. Il y avait les États-Unis à gauche ou à l'ouest et l'URSS à l'est. L'URSS est une force foudroyante à l'époque de beaucoup de nations unies en force, en unissant. Il fallait évidemment s'inquiéter de ses capacités et de ses potentiels à venir, imaginaires, en tout cas jusque-là, parce que rien ne s'était passé. L'URSS, il faut dire, a joué un rôle très important dans la libération des nations contre Hitler à l'époque. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà, on parle seulement de quand est-ce que les Américains et les Anglais sont venus. L'URSS a libéré l'Allemagne, ça on n'en parle pas beaucoup. Ils ont joué un rôle très important à chasser Hitler du pouvoir et à renverser la vapeur. Ils ont perdu beaucoup d'hommes dans cette guerre. Pendant ce temps, il s'est créé ce qu'on appelle la guerre froide. C'est-à-dire, il y avait une incohérence, difficulté entre l'Ouest et l'Est. C'est-à-dire, bon, voilà, on a créé l'Union des Nations et puis ensuite on a créé l'OTAN qui ne comporte que quelques pays. L'OTAN se lève contre qui? Clairement contre l'URSS. C'est dans le but, on a créé une frayeur. C'est un peu créer une peur froide pour rien, d'accord? On va créer une peur, comme ça on va unir les gens contre cette peur. Cette peur se base sur quoi? Au cas où quelqu'un vous attaque, c'est quelqu'un là, c'est qui? Si, attendez, c'est quelqu'un là, c'est qui? Manifestement, on imagine que l'URSS serait cette personne qui se lèverait contre vous, au cas où l'URSS s'attaquerait à vous. On s'unira en nation, en OTAN, pour s'opposer à l'URSS. C'est un peu comme les assurances. Quand on vous vend les assurances disant, voilà, si vous tombez malade et que voilà, vous vous cassez la tête, voilà, ça va coûter beaucoup d'argent. Et pour que ça coûte pas beaucoup d'argent, faites partie de notre groupe d'assurance. Comme ça, au cas où vous cassez la tête, on va vous paiera l'argent qu'il faut et vous n'aurez pas à vous dépenser. Pendant ce temps, entre l'URSS et l'Ouest, il y a eu une course d'armes. Les deux camps cherchent à augmenter leur capacité nucléaire en développant des systèmes de lancement améliorés.
L'enjeu était de trouver comment frapper l'Union soviétique avec autre chose qu'un avion piloté par un homme. Chacun essayait de développer les meilleures armes possibles, les armes les plus foudroyantes, les armes les plus brutales, les armes les plus destructives. Les missiles balistiques à courte portée, lancés dans l'atmosphère terrestre, permettent de larguer des têtes nucléaires à distance. C'est-à-dire autour des bombes atomiques et des armes qui allaient à des vitesses incroyables, Mach 3 à Mach 23. Mach 23, on parle ici de 23 000 km/h. Vous comprenez ce que c'est 100 km/h, n'est-ce pas, dans votre voiture? 23 000 km/h. C'était dans cette atmosphère que baignaient l'Ouest et l'Est, dans une course frénétique d'armes. Pourquoi créer les armes? Pour tuer les humains, n'est-ce pas? C'était bien ça. En 1972, le président Richard Nixon et Leonid Brezhnev, qui est secrétaire général à l'époque de l'Union soviétique, se mettent ensemble autour d'une table pour discuter. Écoutez, mon cher ami, je pense qu'on est en train de se battre pour rien là. On va signer un traité, on va signer un papier disant on va arrêter cette course d'armes. D'accord? On va arrêter de développer des armes pour tuer les gens. Ça sert à quoi? À qui ça bénéficie? En tout cas, c'était une très bonne idée. C'était pour, voilà, ça fait du bien à tout le monde. On a finalement signé un papier disant plus besoin de développer des armes qui tuent un nombre maximum d'humains en 1972. Et c'était une très bonne chose qui montrait en ce moment-là que les deux côtés pouvaient collaborer, pouvaient travailler ensemble. Plusieurs années plus tard, en 2001, après l'attaque terroriste aux États-Unis, George Bush s'est présent en disant désormais nous avons quitté le traité d'armes. Today, I have given formal notice to Russia, in accordance with the treaty, that the United States of America is withdrawing from this almost 30-year-old treaty. Que les États-Unis ne feront plus partie de ces traités d'armes ABM. Nous ne sommes plus là-dedans. Donc le problème là, ça ne nous regarde plus. Nous, on va commencer à développer les armes à destruction massive qui voyagent de 1000 km à 10 000 km à des vitesses astronomiques. Donc l'URSS à l'époque a signé le papier disant on n'a plus besoin de développer ces histoires. Mais voilà, monsieur George Bush dit les États-Unis ne feront plus partie de cette histoire. Donc fini. Faites votre histoire tout seul. Qu'est-ce que ça dit? Quand vous faites ça, ça fait. Quand vous signez, bon, désormais, nous sommes ennemis, mais au cas où on se battait, on ne se fera pas des coups dans des lieux sensibles. Et puis l'adversaire dit, bon, moi, en tout cas, les histoires des lieux sensibles, là, ça me regarde. Ou vous dites, désormais, si on se bat, si nos enfants se battent, qu'ils se battent avec des coups, pas avec des couteaux. Mais l'un dit, bon, moi, les histoires des couteaux, là, ça me regarde pas. Qu'est-ce que vous vous dites? Dans la tête, vous vous dites certainement, bon, ok, dans ce cas, tous les coups sont permis, que chacun se débrouille, que chacun trouve un moyen de se préserver, de se protéger. C'est voilà comme ça, l'URSS, la Russie à l'époque, déjà en 2001, a commencé à redévelopper ses capacités de destruction massive, les missiles hypersoniques, les missiles de vitesse incroyable. Rentrons encore dans le passé, c'est-à-dire en 1990, pendant que l'Allemagne était encore séparée. Pour ceux qui savent, il y avait l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est était gérée par les Soviets, l'Allemagne de l'Ouest était gérée par, vous savez, l'Europe, tout le reste. C'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest bénéficiait des avantages de l'Europe, la démocratie de l'Europe, le système monétaire, le système économique de l'Europe. Donc l'Allemagne de l'Est n'en bénéficiait pas. C'était plus conforme à l'idéologie de l'Est. Alors, les États-Unis demandent à l'URSS, permettez à ce que l'Allemagne soit unie en un pays et que l'Allemagne fasse partie de l'Europe, fasse partie de l'OTAN. Et on vous promet, à travers cela, qu'on ne bougera pas l'OTAN en 1 centimètre à l'ouest. Le secrétaire général James Baker des États-Unis dit et certifie que permettez à ce que l'Allemagne soit unie et que l'Allemagne fasse partie de l'OTAN. On ne bougera pas l'OTAN en 1 seul centimètre à l'est. Donc si on permet que l'Allemagne fasse partie dans son entièreté de l'OTAN, nous ne bougerons pas l'OTAN en 1 seul centimètre à l'est. C'était ça la promesse qu'a fait le secrétaire général James Baker. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. L'Allemagne peut faire partie de l'OTAN. Quelques temps plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous rappelle qu'à l'époque, l'URSS ou la Russie avait un traité qu'on appelle Warsaw Pact. Warsaw Pact était un traité entre la Russie et certains pays baltiques, certains pays autour de soi. C'est-à-dire certains pays se sont dit, bon, nous on va créer notre histoire aussi. Comme l'OTAN a créé son histoire, nous on va créer notre histoire pour nous protéger. Mais bon, comme il n'y avait pas de guerre, ce n'était pas une nécessité. Malheureusement, en 2004, contrairement à ce qui avait été promis par le secrétaire général américain, les pays baltiques ont commencé à faire partie de l'OTAN. Il avait dit que ça ne ferait pas partie de l'OTAN. En 2004, les pays baltiques sont partis à l'OTAN. En 2008, on a fait une proposition à l'Ukraine de faire partie de l'OTAN. L'Ukraine est juste à côté de la Russie. À cette époque, en Ukraine, il y avait un président qu'on appelle Viktor Yanukovych. Yanukovych, c'était un homme démocratiquement élu par le peuple, président de la République en Ukraine. Il avait été proposé par l'Europe un package économique, c'est-à-dire on va t'offrir de l'argent pour t'aider à progresser, à avoir une idée plus ou moins européenne de ton pays, l'Ukraine. Mais bon, cette idée comportait aussi quelques histoires. Vous voyez, c'est un peu, on vous donne de l'argent, mais tu seras redevable à l'FMI. Tu seras redevable à l'FMI. Si tu ne fais pas les choses conformément à ce qu'il faut, si tu ne rembourses pas conformément à ce qu'il faut, l'FMI aura de l'autorité sur ton pays et tout le reste. Il a refusé. Entre-temps, la Russie lui offrait 15 milliards de dollars aussi en package d'aide.
Mais à l'époque, l'Ukraine bénéficiait aussi du gaz russe, de générosité russe. Le président Yakovitch a choisi l'argent russe au lieu de l'argent européen. Et cela a déclenché quelque chose de terrible. Vous savez, il y a des gens à qui, si vous dites non, c'est un problème. C'est des gens qui ne sont pas habitués à entendre non par leurs propositions. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques temps après, on a organisé un coup contre ce président démocratiquement élu. Un coup organisé, les gens se sont levés, ils se sont soulevés, disant que voilà, ils ne voulaient pas faire les élections, mais c'était pas vraiment ça le cas. Un coup organisé pour le faire tomber. Un coup organisé, certains disent que ce sont les Américains. Pourquoi on dit que ce sont les Américains? Parce que le sénateur McCain était présent pendant les manifestations dans les rues, parlant au peuple. Imaginez-vous un peu, vous êtes dans un pays indépendant et un sénateur venant d'un pays étranger vient dans votre pays indépendant où le peuple se soulève contre le peuple. Un sénateur, pas l'ambassadeur, un sénateur vient dans votre pays pour parler au peuple, disant ne vous en faites pas, vous allez progresser. Et parmi eux, ils offrent de la nourriture à toutes ces personnes qui étaient dans les rues. C'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que c'était un coup organisé ou pas? Quelque temps après, le président Yakovitch est parti en exil en Russie. C'était une personne qui avait la mentalité russe. On sait que la mentalité est différente. La mentalité en Europe, la mentalité à l'Est est complètement différente. En Europe, il y a tout ce que vous connaissez là, voilà, l'émancipation et tout ça. Papa, maman. De l'autre côté, il n'y en a pas. Il ne peut pas y avoir fusion. C'est-à-dire quand on te donne de l'argent, un package européen, c'est-à-dire qu'il faut aussi représenter les mentalités et aussi cette, européenne. Sinon, pourquoi on te donnerait un package économique? Pendant qu'il y avait ce désordre organisé en Ukraine, imaginez-vous ce que pensaient les Russes. On a dit, bon, revenons un peu en arrière. En 90, vous avez dit, laissez-nous prendre l'entièreté de l'Allemagne. Que l'Allemagne fasse partie de l'OTAN. Et voilà, il n'y aura pas un seul centimètre de gagné à l'Est. Ça, c'est une promesse. Bon, promesse, c'est pourquoi il faut faire très attention aux promesses. C'est une promesse. Quelque temps après, les pays baltiques s'en vont. Quelque temps après, vous prenez l'Ukraine. On renverse un président démocratiquement élu. Et il y a le désordre total, l'anarchisme. Vous étant un pays voisin, qu'est-ce que vous pensez? Ça a commencé là-bas. C'est arrivé à notre porte. Il faudra réagir d'une certaine façon, n'est-ce pas? Pour entrer en arrière dans une vision différente. En 1962, pendant que les États-Unis n'étaient pas en accord avec Cuba. Cuba et les États-Unis ne s'entendent pas. Vous savez, depuis la nuit des temps, parce que les Cubains veulent vivre leur vie selon les Cubains. Pendant ce temps, le Cuba et la Russie, ou l'URSS à l'époque, étaient en communication et en cohérence. L'URSS a demandé d'envoyer des armes de long trajet capables d'atteindre les États-Unis en quelques minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu barricades et des bateaux. Pendant 2 semaines, les Américains ont bloqué les bateaux russes. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas placer vos histoires chez nous. Mais pendant ce temps, les États-Unis ont tout ce qu'il y a comme base militaire en Europe. Il y a des bases militaires en Turquie, il y a des bases militaires ayant des capacités nucléaires juste à la porte de la Russie. Pourquoi ce principe n'est pas applicable de l'autre côté? Vous savez ce qu'on appelle la Monroe Doctrine. La Monroe Doctrine est née en 1812, pendant que les États-Unis étaient en guerre avec l'Angleterre. Pour ceux qui savent, il y a eu guerre. Il fallait avoir eu ça. Le monde a toujours été sujet de domination. Pendant un moment de la vie, l'Angleterre a dominé sur les États-Unis. Les Américains se sont réveillés et ont combattu l'Angleterre. C'est comme ça qu'ils sont devenus libres. On a créé ce qu'on appelle la Monroe Doctrine. La Monroe Doctrine était basée sur le fait que les Américains voulaient avoir leur espace de domination, où on ne pouvait pas autoriser aux Européens de régner ou de prendre contrôle. C'est-à-dire l'Amérique latine était désormais sous l'emprise des États-Unis, sans vraiment le dire. La Monroe Doctrine a été érigée par John Quincy Adams pour le président James Monroe. C'est-à-dire que ça donne les États-Unis l'autorité sur tous les pays de l'Amérique latine. Et cela peut-être justifie la raison pour laquelle on a intervenu à plusieurs reprises dans beaucoup de pays de l'Amérique latine. Changer des coups, changer des présidents, tout ça. C'est leur concept à eux. Donc ça, c'est notre zone de confort. Personne ne peut venir ici. Pas l'Angleterre, pas la France, pas l'Espagne, pas le Portugal. Si on a un concept comme ça, pourquoi ce concept ne peut pas être appliqué chez les autres? Si chez nous, on dit, bon, on ne peut pas autoriser les histoires venant de la Russie à entrer au Cuba, parce que la Cuba fait partie de la Monroe Doctrine. Pourquoi ce n'est pas applicable chez les Russes? Bon, on se pose la question, on veut juste comprendre pourquoi ce n'est pas applicable. Pourquoi est-ce que l'Ukraine a le droit de faire partie de l'OTAN, mais Cuba n'avait pas le droit de recevoir des éléments venant de la Russie? Pour comprendre un combat, pour comprendre une histoire, il ne faut pas se lancer directement en disant, désormais on a envoyé des armes, tout ça, c'est contre la démocratie. Non, il faut comprendre comment est-ce que ça a commencé. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Aujourd'hui, le monde subit les répercussions de beaucoup de gens. En réalité, pourquoi on a accepté d'éradiquer ces traités contre les armes? Parce que voilà, c'était bien, non? Qui pense que c'était bien? En 1972, plus de production d'armes massives, tout ça. Parce que voilà, c'est bien pour l'humanité. En 2001, on annule ça. Pourquoi on a annulé ça? Parce qu'il y a des gens qui bénéficient. Qui bénéficient? Où va l'argent? Les entreprises privées. Les entreprises privées ne peuvent pas accepter un traité comme celui-là, n'est-ce pas? Il faut faire de l'argent, il faut vendre des armes. Pour vendre des armes, évidemment, il faut vendre de la peur. Il faut avoir peur de telle personne, aux peurs qu'on vous détruise. Voilà les armes qu'on a données. Ça coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous vivons dans la peur. Cette peur est créée par quoi? Je pense qu'il est important, encore une fois, de rentrer en arrière, de comprendre l'histoire. Le mensonge, les faux promesses, la trahison sont des choses récurrentes qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas non plus prétendre avoir une paix s'il n'y a pas de respect. Le monde a besoin de paix, de sérénité. Et malheureusement, tout ceci est bougé et managé par le profit, l'amour démesuré d'argent.
et d'accumulation de biens. Qui a raison? Qui a tort? À vous de juger.